Et des grands temples au cœur de la jungle a sans aucun doute nécessité une main-d'œuvre gigantesque. Ces extraordinaires réalisations posent une question aux chercheurs. Comment les rois Khmers parvenaient-ils à réunir une telle force de travail? Ils avaient des procédés qui seraient certainement condamnés aujourd'hui. Ils envoyaient leur armée qui allait radier un peu et ramener des gens, on le sait, dans la montagne, par exemple, dans les montagnes, là où vivent un certain nombre d'ethnies dans le centre Vietnam. Ça a certainement servi de réservoir. Puis là, ils ramenaient les prisonniers de guerre. Ils faisaient des guerres, ils ramenaient les prisonniers également. Ceci pour les travaux manuels. Quand il y avait des questions de faire des sculptures, c'était sûrement des Khmers quand même qui faisaient ça. Et on peut voir que c'était évidemment de très grands artistes. Le peuple khmer a sans doute consenti d'énormes efforts pour la construction de sa capitale, mais sans l'apport du travail des esclaves, rien n'aurait été possible. Dans son journal, Zhu Daguan évoque le sort de ces malheureux. On peut acheter des sauvages venus des collines comme esclaves. Une famille fortunée peut en posséder plus d'une centaine. Les moins riches se contentent d'en avoir entre 10 et 20. Seuls les plus pauvres n'en ont pas. La sévérité des châtiments encourus par tous les sujets d'Angkor avait également impressionné Zhu Daguan. Pour des délits très graves, un fossé est creusé à l'extérieur de la ville. On y jette le criminel, puis on le recouvre de terre et de pierres jusqu'à ce qu'il soit enterré vivant. Pour des crimes de moindre importance, on coupe les pieds ou les mains, et parfois le nez. L'économie d'Angkor reposait sur le commerce international. Les Khmers produisaient assez de nourriture pour subvenir aux besoins de leur population et dégageaient même un excédent qu'ils exportaient vers les pays voisins. Ils tissaient des étoffes précieuses, coulaient d'immenses statues de bronze et exportaient de l'ivoire, des plumes de martin-pêcheur, de la cire d'abeille et du bois de santal. L'essentiel de leurs échanges se faisait avec la Chine. Sur les bas-reliefs du Bayonne, on peut voir une jonque de commerce chinoise traverser les eaux du lac Tonlé Sap juste au sud d'Angkor. Beaucoup d'échanges existaient entre les deux pays. Nous le savons grâce aux fouilles récentes du Palais Royal qui ont mis au jour une quantité impressionnante de céramique chinoise. Zhu Daguan et les membres de sa délégation n'étaient pas les seuls Chinois à Angkor. En fait, des colons chinois étaient déjà installés ici depuis des années. Dès leur arrivée, les Chinois prennent ici une épouse. Ils peuvent ainsi profiter, en plus du reste, du talent commercial des femmes du pays. Au Cambodge, ce sont les femmes qui gèrent le commerce. Les marchands ne vivent pas dans des boutiques, ils étalent ce qu'ils ont à vendre sur des nattes posées au sol. Les femmes disposaient de pouvoir et d'autorité à Angkor. Elles possédaient des terres, s'occupaient du commerce et servaient même de garde du corps au roi. Mais l'intérêt des Chinois pour les femmes cambodgiennes avait aussi d'autres motivations. Tous ceux à qui j'ai pu parler m'ont dit que les femmes cambodgiennes sont très portées sur le sexe. Un jour ou deux seulement après avoir donné naissance à un enfant, elles sont de nouveau prêtes à avoir des rapports. Et si un mari manque à ses devoirs, c'est un motif valable pour le répudier. Il avait fallu près de 5 siècles pour qu'Angkor devienne la glorieuse capitale de l'Empire khmer qu'avait découvert Zhu Daguan. À la fin du XIIIe siècle, cette mégapole unique connaissait son apogée. Pourtant, 3 siècles plus tard, elle était déserte et la jungle y reprenait ses droits. Dans l'histoire du monde, on trouve très peu d'exemples de cités totalement abandonnées. Alors pourquoi celle-ci ?
On en connaît peut-être une des raisons. Durant toute l'histoire d'Angkor, les Khmers ont été en guerre. Les guerres ont été nombreuses. On a cru pendant longtemps, on a écrit en tous les cas, que c'était des guerres avec les voisins les Thiam en particulier, qui occupaient le centre-Vietnam actuel. En réalité, on voit assez rapidement qu'il s'agissait de guerre absolument, de guerre civile, de guerre de Khmer contre les Khmers. Et elles ont été en effet nombreuses parce que très souvent, le pouvoir central, le roi même consacré, était un peu contesté. Et les guerres ont été particulièrement nombreuses, en particulier au moment des interrègnes, parce que bon, le roi était consacré, mais le suivant ne l'était pas encore. On pouvait encore tout à fait discuter, presque légalement, si j'ose dire. Sur presque tous les murs des temples de la capitale, on trouve des représentations épiques de ces batailles. Mais au moment de la visite de Zhou Daguan, la menace principale venait du royaume thaï de Siam, qui se développait en empiétant sur le Cambodge. Récemment, durant la guerre avec Siam, des villages entiers ont été anéantis. Aux yeux du diplomate, l'armée khmer était mal préparée à la guerre. Les soldats sont pieds nus et sans habits. Ils portent une lance dans la main droite et un bouclier dans la gauche. Ils n'ont ni arc, ni arme de jet, ni casque, ni armure. De façon plus générale, ils ne connaissent ni discipline, ni stratégie. Zhou Daguan avait sans doute vu juste. Des inscriptions nous apprennent qu'en 1431, les Thaïs finirent par mettre à sac Angkor. Ils ont alors pillé tout ce qui pouvait l'être et réduit en esclavage la majeure partie de la population, dont la totalité du harem royal. Dans les siècles qui suivirent, la cité d'Angkor fut progressivement reprise par la jungle. En 1860, Henri Mouhot écrivait « Comment ne pas se demander ce qui a pu arriver à ce peuple assez puissant, civilisé et raffiné pour avoir donné naissance à ces œuvres gigantesques ?» L'explication traditionnelle est que les dirigeants n'ont pas su maintenir leur pouvoir et que la pression des Thaïs les a tout simplement fait fuir. C'est sans doute en partie vrai, mais les archéologues pensent aujourd'hui que d'autres facteurs ont pu précipiter la chute mystérieuse d'Angkor. Les excès de Jayavarman VII sont peut-être en cause. Il est clair que c'était un bâtisseur frénétique. Et on dit, et c'est sans doute